Salut les amis, aujourd'hui on va analyser la situation en Syrie, mais pas dans le style vilain Assad contre tout le monde, plutôt de manière plus humaine, en insistant sur comment tout fonctionnait vraiment, quels problèmes existaient dans le système et pourquoi des trucs comme des postes absurdes et une corruption déchaînée ont joué un rôle non négligeable dans ce qui s'est finalement produit. Pour comprendre ce qui se passe actuellement en Syrie, il faut se rappeler d'où tout est parti. Imagine un pays qui, après avoir obtenu son indépendance au milieu du XXe siècle, n'a jamais réussi à devenir vraiment performant. Des institutions faibles, une économie pas terrible, de la corruption à tous les coins de rue, en plus la région autour n'est pas spécialement plus développée. Et voilà que, en 2011 au Moyen-Orient, éclate le printemps arabe, une vague de protestations où les gens tentent de secouer les vieux régimes dictatoriaux en place depuis 30 ou 40 ans, où le pouvoir se transmettait par héritage comme un vieux meuble de grand-mère. La Syrie s'est elle aussi retrouvée au cœur de ce mouvement. Le président de l'époque, Bachar el-Assad, perçu jusque-là comme un ophtalmologue discret, s'est retrouvé aux commandes du pays suite à la mort de son frère aîné. Mais le problème ne venait pas seulement de lui, c'était tout le système. Imagine un énorme appareil bureaucratique où les postes étaient souvent créés non par nécessité, mais pour placer ces gens, parfois dans les tâches bidons. Un régime dont l'une des principales priorités était de se maintenir au pouvoir à tout prix, sans vraiment se soucier des intérêts des gens ordinaires. Quand les protestations ont éclaté contre ce système, où les gens vivaient depuis des décennies avec des salaires dérisoires, tandis que les officiers de l'armée et les fonctionnaires prenaient des pots de vin à tour de bras, le gouvernement a choisi de ne pas négocier, mais de tout écraser par la force. Des mesures sévères ont suivi: arrestations, passages à tabac, tirs sur les manifestants. En réaction, certains militaires ont déserté et formé des groupes d'opposition. C'est ainsi qu'est née l'armée syrienne libre. Mais avec le temps, la situation s'est compliquée. Des djihadistes sont entrés dans la danse, dont des groupes comme An-Nusra, plus tard devenu Hayat Tahrir al-Sham ou HTS, et Daesh. Les protestations pacifiques ont dégénéré en un immense chaos où se mêlaient Kurdes, étrangers, radicaux islamistes et factions soutenues de l'extérieur. Le régime d'Assad était soutenu par l'Iran et le Hezbollah, puis la Russie est intervenue en 2015, nos VKS, forces aériennes russes, ont commencé à bombarder les zones tenues par l'opposition. Le truc, c'est que non seulement les lignes de front étaient visées, mais aussi les infrastructures civiles, hôpitaux, boulangeries, quartiers résidentiels. L'objectif était de détruire toute base de soutien des opposants et de pousser les civils à fuir. Et ils ont vraiment fui, certains se retrouvant en Europe, créant une crise migratoire. En parallèle, les États-Unis et leurs alliés frappaient Daesh, tandis que les Kurdes, soutenus par Washington, reprenaient des territoires à l'État islamique. Les Kurdes rêvaient d'autonomie, voire d'un État, mais autour d'eux, il y avait d'autres acteurs. La Turquie, qui les considérait comme terroristes, la Russie qui tantôt les aidait, tantôt négociait. Au final, la Syrie n'était plus seulement un pays en guerre civile, mais un champ de bataille pour tous ceux qui le voulaient. Iran, Turquie, Russie, États-Unis, Israël, chacun y poursuivait ses intérêts. Après quelques années, on aurait pu croire qu'Assad avait réussi à garder son poste, grâce à un soutien extérieur. Mais cette stabilité reposait sur des fondations pourries. Dans les zones contrôlées par le régime, régnait une bureaucratie dure et une corruption à grande échelle. Les salaires des militaires et des fonctionnaires, des miettes. Les emplois? Pour beaucoup, une fiction. Il fallait graisser la patte pour le moindre papier. Certains départements du gouvernement étaient consacrés à des trucs carrément étranges. Un département des drapeaux, des services chargés d'événements inexistants, des postes fictifs dont personne ne pouvait expliquer la raison d'être. La machine d'État fonctionnait de travers, les infrastructures s'effondraient, l'activité économique dégringolait. Pendant que le Damas officiel s'enfonçait de plus en plus dans la démence bureaucratique et les pots de vin, dans les zones d'opposition comme la province d'Idlib, des choses intéressantes se passaient. Certes, le HTS avait un passé radical, mais en quelques années, il s'est transformé. Il a compris que le djihad sans fin menait dans une impasse et s'est dirigé vers un modèle plus pragmatique. On a commencé à y créer une sorte de quasi-État. Ministère, carte d'identité, restauration des infrastructures. À Idlib, on ouvrait des boulangeries, des pharmacies, des écoles, on numérisait les procédures. Ça devenait un peu plus moderne. Bien sûr, ce n'était pas le paradis, on n'oubliait pas
la répression ni le passé radical, mais comparé à Damas, figé dans ses manuels soviétiques, cela semblait plus viable. Dans un contexte de déclin total du régime d'Assad, les insurgés ont fait une percée fulgurante. En à peine 11 jours, ils ont pris Damas et renversé pratiquement le gouvernement. L'armée syrienne, autrefois considérée comme puissante, s'est effondrée. Ces soldats en avaient marre de la faim, du manque de perspectives et des salaires nuls. Beaucoup ont déserté, certains ont simplement enlevé leur uniforme et se sont changés en civils, tandis que les commandants se sont éclipsés. Le système, fondé sur les pots de vin, le népotisme et la peur, s'est écroulé quand la population n'a plus supporté. Le type qui gardait un checkpoint depuis 10 ans, qui devait soudoyer pour être libéré de l'armée, ne voulait certainement pas mourir pour ce régime. Alors le régime est tombé, Assad terminé. Et maintenant ? Pour la Russie, c'est très problématique. Les bases russes à Emaimim et Tartus, qui servaient de point de ravitaillement et de logistique vers l'Afrique, se retrouvent en suspens. Les instructeurs militaires russes, tout le réseau d'influence, on ne sait pas ce que ça va donner. Le pays qui comptait sur la Syrie comme point d'appui au Moyen-Orient et en Afrique doit urgemment trouver des alternatives. Pour l'Iran aussi, c'est un coup dur. L'Iran avait investi des ressources pendant des décennies pour maintenir Assad, et maintenant tout s'est écroulé. Le corridor pour le Hezbollah est coupé. La Turquie, au contraire, a saisi l'opportunité d'étendre son influence. Les Kurdes, privés du soutien des forces pro-Assad ou russes, sont vulnérables. Israël observe cela avec curiosité. D'un côté, l'Iran a perdu des positions, super pour eux. De l'autre, le nouvel ordre reste obscur. Le nouveau pouvoir en Syrie, ce sont d'anciens rebelles radicaux qui tentent de se montrer sous un jour plus clément. Peut-être ont-ils compris que sans une gouvernance normale, sans essayer de devenir légitimes aux yeux du monde, ils ne tiendront pas. Là-bas, on parle de respecter les minorités, d'éviter la terreur religieuse et de construire des institutions, même basiques. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Il y a des exécutions sommaires, des problèmes avec des radicaux sur le terrain. Mais les nouvelles autorités affirment qu'elles puniront ceux qui violent la loi, pillent ou se vengent. Elles disent qu'il existe désormais des tribunaux, des lois, qu'elles sont prêtes à coopérer avec l'ONU, qu'elles veulent des investissements. Bref, elles se donnent l'image de gens convenables, qui veulent vivre et non plus faire la guerre sans fin. L'avenir de la Syrie reste flou. Trop de factions, d'intérêts extérieurs, de problèmes non résolus. Pourtant, il y a une note positive. Tout le monde semble épuisé par la guerre. La population veut enfin une vie normale, sans ces postes fictifs, absurdes, sans une pauvreté éternelle et la peur constante. Si le nouveau pouvoir adoucit vraiment son idéologie et reconstruit un État sans corruption totale ni chaos, la Syrie a une chance. Bien sûr, sans reconnaissance extérieure et sans régler la question de leur passé de terroriste, ce sera difficile. Mais s'ils continuent à chercher une normalisation et à se mettre d'accord avec les États-Unis ou d'autres acteurs, peut-être un semblant de normalité reviendra dans le pays. En somme, l'histoire de la chute du régime d'Assad n'est pas un simple tableau noir et blanc, avec un méchant absolu. C'est plus compliqué. Les vieilles dictatures du Moyen-Orient reposaient sur des systèmes bancals, de la corruption et l'absence d'institutions normales. Quand les gens n'en peuvent plus de vivre dans une atmosphère aussi pourrie, tout finit par s'effondrer. Et malgré les innombrables problèmes à venir, l'essentiel, c'est que la Syrie a échappé au cercle vicieux et peut désormais décider par elle-même de ce qu'elle veut construire. Voyons si elle pourra avancer vers quelque chose de plus lumineux,